j'ai refusé de vendre la ferme de mon grand-père. Pour m'arracher mes 45 hectares, ma belle-mère a réuni ses avocats. Mais j'avais un atout, l'avocat de mon grand-père. Avec l'acte et des enregistrements secrets, son mensonge s'est effondré. Je m'appelle Margot Belmont et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que je n'étais qu'à moitié autorisé à faire partie de ma propre famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un me l'avait clairement expliqué, ni parce qu'il existait un document officiel ou une confession dramatique durant ma jeunesse. C'était bien pire que cela. C'était une expression répétée si souvent et si naturellement qu'elle avait fini par faire partie de l'air que je respirais. Mon père m'appelait la fille temporaire. La première fois qu'il a prononcé ces mots, j'étais trop jeune pour comprendre à quel point ils étaient cruels. Quand j'ai été en âge de comprendre, le mal était déjà fait. J'ai grandi à Bordeaux, dans un hôtel particulier jaune pâle sur le cours de l'Intendance, le genre de demeure devant laquelle les touristes s'arrêtaient pour en admirer l'architecture. Elle avait des colonnes de pierre blanche, des volets noirs, du parquet ciré et un escalier à double révolution qui semblait tout droit sorti d'un film. Au printemps, les magnolias du jardin fleurissaient si magnifiquement que les passants s'arrêtaient devant la grille pour prendre des photos. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille idéale vivant dans une demeure bourgeoise parfaite. Mais à l'intérieur de ces murs, chaque chose avait sa place. L'argenterie, les portraits, les verres en cristal, ma sœur Céleste et moi-même. Le problème, c'est que ma place était toujours en marge. Ma sœur aînée, Céleste, était tout ce que mes parents espéraient d'une fille. Elle était blonde, gracieuse, charmante et parfaitement entraînée à sourire aux bonnes personnes. Ma mère l'appelait notre héritière, et mon père la référence Belmont. Elle prenait des cours de piano, de violon, de danse, de maintien et de soutien scolaire de haut niveau. Sa garde-robe ressemblait à une boutique de créateurs, et ses anniversaires à des réceptions de mariage. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, les visages de mes parents s'adoucissaient comme si le soleil venait de se lever. Quand j'entrais, ils me confiaient généralement une tâche à accomplir. J'avais les cheveux plus sombres, j'étais plus calme et maladroite, de cette maladresse propre aux enfants que l'on surveille constamment dans l'attente d'une erreur. J'aimais les livres, les chiffres et les coins tranquilles. Je remarquais les détails que les autres manquaient. J'aimais m'asseoir dans le jardin de derrière avec un carnet pendant que Céleste s'entraînait à sourire devant les miroirs. Mon père disait que je n'avais aucune valeur sociale. Ma mère disait que j'étais difficile à présenter. J'ai longtemps pensé que si je devenais plus docile, plus jolie, plus silencieuse, plus intelligente ou plus utile, ils finiraient par me regarder de la même manière qu'ils regardaient Céleste. Alors, j'ai essayé. Vraiment. Je gardais ma chambre impeccable. J'avais d'excellentes notes. Je pliais les serviettes avant les dîners mondains. J'ai appris quels verres étaient destinés au vin blanc et lesquels à l'eau bien avant d'avoir l'âge de comprendre pourquoi les adultes buvaient autant lors des réunions de famille. J'aidais la gouvernante quand Céleste recevait des amis. Je portais les plateaux. Je débarrassais les tables. Je souriais quand les invités me prenaient pour le personnel de maison, car les corrigés faisaient pincer les lèvres de ma mère. La première fois que j'ai entendu l'expression fille temporaire, j'avais 9 ans. C'était pour le 12e anniversaire de Céleste. Mon propre anniversaire avait eu lieu 4 jours plus tôt, mais personne ne l'avait mentionné. J'avais attendu toute la matinée, puis tout l'après-midi, puis toute la soirée, pensant qu'il préparait peut-être une surprise. Les enfants sont doués pour inventer de l'espoir quand la réalité est trop douloureuse. Mais il n'y eut pas de gâteau pour moi, pas de cartes, pas de cadeaux. Ma mère m'a simplement dit d'arrêter de faire la tête parce que Céleste avait une journée importante en perspective. Et importante, elle l'était. Le grand jardin avait été transformé en une fête foraine rose et dorée. Il y avait des promenades à poney, une machine à barbe à papa, un magicien, un photographe et un gâteau plus grand que moi. Céleste portait un serre-tête en perles et une robe avec des épaisseurs de tulle qui flottaient quand elle marchait. Mon père l'a hissée sur la petite estrade qu'ils avaient louée et a déclaré à l'assemblée qu'elle était la fierté de la famille. Je me tenais près de la porte de la cuisine, un sac poubelle à la main, car ma mère m'avait demandé de ramasser les papiers cadeaux. Après le départ des invités, j'ai trouvé un sac cadeau posé sur le comptoir. Il était argenté, avec du papier de soie blanc et un ruban parfaitement bouclé sur la poignée. Pendant une seconde insensée, mon cœur a bondi. Peut-être qu'ils s'étaient souvenus. Peut-être que c'était pour moi. Peut-être qu'ils avaient attendu la fin de la fête de Céleste pour que je ne me sente pas oublié. Je l'ai pris et j'ai demandé, « Maman,
c'est pour moi. Mon père a ricané depuis la salle à manger. Ce n'était pas un rire chaleureux, ni un rire de surprise, mais un petit rire cruel, comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Pour toi, a-t-il dit en entrant dans la cuisine, un verre de cognac à la main. Margot, ne sois pas ridicule. C'est pour l'ami de Céleste. Elle l'a oublié. J'ai senti mon visage s'empourpurer. J'ai juste pensé. Comme c'était aussi mon anniversaire cette semaine. Ma mère s'est figée devant l'évier. Elle ne s'est pas retournée. Mon père m'a fixé un long moment, comme s'il évaluait si je valais la peine qu'il consacre de l'énergie à m'expliquer les choses. Puis il a prononcé la phrase qui allait me poursuivre pendant 20 ans, Céleste est la fille que l'on célèbre. Tu es différente, Margot. Tu es la fille temporaire. Je me souviens avoir scié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a bu une gorgée lente avant de répondre. Ça veut dire que Vivienne a insisté pour que nous te gardions près de nous. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ne confonds pas le fait d'être présente avec le fait d'être égale. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle le reprenne, qu'elle dise « Gérard, arrête. C'est ton enfant, attendant n'importe quoi. » Elle s'est contentée de se tourner à nouveau vers l'évier et de rincer une assiette qui était déjà propre. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le silence pouvait être tout aussi bruyant que la cruauté. Après cela, l'expression est entrée dans le vocabulaire familial. Quand Céleste a obtenu la plus grande chambre donnant sur le jardin et que j'ai demandé pourquoi je devais rester dans la petite pièce à côté de la buanderie, mon père a répondu « Les filles permanentes ont des chambres permanentes. » Quand les frais de scolarité de l'école privée de Céleste ont été payés sans hésitation, et qu'on m'a dit que l'école publique était bien assez bien pour moi, ma mère a dit « Ton père doit donner la priorité à l'avenir. » Quand Céleste a reçu une Audi blanche pour ses 17 ans et que j'ai eu un vélo d'occasion avec un panier tordu, mon père a dit « Certains enfants sont des investissements. D'autres sont des responsabilités. » Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours la responsabilité. Mais il y avait une personne qui ne me traitait jamais ainsi. Ma grand-mère, Vivienne de Saint-Hilaire. Mamie Vivienne était la mère de ma mère, et elle était la seule personne dont mon père semblait avoir peur. Elle était issue de la vieille bourgeoisie bordelaise, mais elle n'agissait jamais comme mes parents. Elle était élégante, vive d'esprit et d'un calme qui rendait les gens nerveux. Elle portait des perles, buvait du thé sans sucre et pouvait faire taire une pièce entière d'un simple froncement de sourcils. Chaque année, pour mon anniversaire, peu importe qui m'oubliait, ma grand-mère s'en souvenait. Une enveloppe argentée arrivait par la poste, mon nom écrit de sa belle écriture cursive, Margot Evelyne Belmont. À l'intérieur, elle écrivait toujours le même message, la vérité a une mémoire plus longue que les menteurs. Je ne comprenais pas à l'époque. Je savais seulement que ces cartes me donnaient l'impression d'exister. Que quelque part, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un savait que j'existais. Que je comptais. Quand j'ai eu 18 ans et que je suis parti pour l'université, mes parents ne m'ont pas accompagné. Céleste avait un rendez-vous chez le coiffeur ce jour-là et mon père disait qu'il avait une réunion. J'ai emballé mes affaires dans 2 vieilles valises et j'ai pris un bus pour Poitiers. Mamie Vivienne m'attendait devant ma résidence universitaire à mon arrivée. Elle avait fait 4 heures de route avec Madame Albrecht, sa garde-malade, juste pour s'assurer que je m'installe correctement. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté, « Un jour, Margot, tu cesseras de demander aux gens de te faire une place. Tu te rendras compte que l'une d'elles était déjà la tienne. » À l'époque, je pensais qu'elle essayait simplement de me réconforter. Je n'avais aucune idée qu'elle me disait la vérité. À l'âge de 29 ans, je m'étais construit une vie à 3 heures de route de Bordeaux. Assez loin pour pouvoir respirer, mais assez près pour que ma famille sache comment me joindre lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. J'habitais à Toulouse, dans un petit appartement au 2e étage au-dessus d'une boulangerie qui sentait la cannelle tous les matins. Ce n'était pas luxueux. Les fenêtres grinçaient quand il pleuvait. Les meubles de cuisine étaient plus vieux que moi, et la climatisation faisait un bruit de tous les diables chaque été, mais c'était chez moi. Personne ne me tendait une liste de corvées en passant la porte. Personne ne me comparait à Céleste pendant le dîner. Personne ne me rappelait que j'étais temporaire. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace où je n'avais pas l'impression de devoir mériter le droit de m'asseoir. Je travaillais comme analyste en comptabilité d'investigation pour un petit cabinet qui enquêtait sur les fraudes à l'assurance, les vols d'entreprise et les malversations financières dissimulées. Les gens avaient généralement l'air de s'ennuyer quand je leur expliquais mon métier, mais j'adorais ça.
Les chiffres avaient du sens pour moi. Les feuilles de calcul ne vous souriaient pas en face pour vous mentir dans le dos. Les relevés bancaires ne prétendaient pas avoir oublié ce qui s'était passé. Les traces écrites finissaient toujours par dire la vérité, même quand les gens essayaient de les enterrer. C'était peut-être pour cela que j'étais devenu si doué dans mon travail. J'avais passé toute mon enfance à remarquer ce que les autres tentaient de cacher. Pendant un temps, j'ai cru que la distance rendrait les choses plus faciles. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents changent, mais je pensais que leur voix s'estomperait un peu, et c'était parfois le cas. Des semaines passaient sans un appel. Les fêtes allaient et venaient avec des messages froids et formels. Ma mère m'envoyait des photos de Céleste lors de déjeuners de charité, de fiançailles, de week-ends sur des yachts ou d'événements au club de golf privé, généralement accompagnés de légendes du genre « Ta sœur n'est-elle pas magnifique ?» J'écrivais une réponse polie, puis je posais mon téléphone face contre table jusqu'à ce que la douleur passe. Puis, un jeudi après-midi, alors que j'examinais un dossier complexe de notes de frais au travail, mon écran s'est éclairé avec le nom de ma mère. J'ai failli la laisser tomber sur la messagerie. Mais la culpabilité est une chose tenace. Même après avoir déménagé, même après avoir grandi, même quand on sait à quoi s'en tenir, la culpabilité résonne toujours avec la voix de sa mère. J'ai répondu. Margot, dit-elle sans un bonjour. La fête de fiançailles de ta sœur a lieu le week-end prochain. Tu dois venir. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Bonjour, maman. Pas besoin de sarcasme. C'est important. Tout était toujours important quand il s'agissait de Céleste. J'ai du travail, ai-je dit. C'est un samedi. J'ai une vie. Elle a soupiré comme si ma vie était un inconvénient qu'elle était forcée de tolérer. Margot, ta sœur se marie dans la famille de Valois. Tu comprends ce que cela signifie? Pierre-Antoine de Valois était le fiancé de Céleste. Sa famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe de la Côte d'Azur à Biarritz. Mon père en parlait depuis des mois, comme si Céleste avait scellé une alliance royale plutôt que de simples fiançailles. Je comprends qu'elle se marie, ai-je répondu. Tu dois être là, a poursuivi ma mère. Ta grand-mère a demandé après toi. Cela a tout changé. Mamie Vivienne avait subi un léger accident vasculaire cérébral plus tôt dans l'année. Elle s'en remettait, mais elle était physiquement affaiblie. Son esprit, en revanche, était toujours aussi vif. Bien sûr, l'esprit de ma grand-mère aurait pu couper du verre, mais je ne lui avais pas rendu visite depuis 2 mois, et l'idée qu'elle me réclame m'a serré le cœur. Est-ce que grand-mère va bien, ai-je demandé. Elle va bien, a répondu ma mère un peu trop vite. Elle veut simplement que la famille soit réunie. La famille. Ce mot sonnait toujours étrangement dans sa bouche. Pourtant, j'ai accepté de venir. Le vendredi suivant, j'ai préparé une robe bleu marine, une paire d'escarpins noirs et un petit sac de voyage. Je me suis dit que j'y allais pour ma grand-mère, pas pour mes parents, pas pour Céleste, pas pour faire semblant d'appartenir à ce monde, juste pour ma grand-mère. Je me suis répété cela tout au long du trajet entre Toulouse et Bordeaux, alors que l'autoroute défilait devant moi et que le soleil de fin d'après-midi dorait le paysage. Quand je suis arrivé sur le cours de l'intendance, l'hôtel particulier était exactement tel qu'il avait toujours été, majestueux, fier et totalement indifférent aux blessures qu'il abritait. Des lanternes bordaient l'allée. Des roses blanches grimpaient sur l'arche d'entrée. Des fleuristes s'affairaient dans la cour avec des seaux de fleurs. Un quatuor à cordes s'installait sous les magnolias. La maison ressemblait moins à une demeure familiale qu'à une explosion de magazines de mariage haut de gamme. Pendant une seconde stupide, j'ai pensé que cette fois-ci serait peut-être différente. Peut-être qu'aimablement ma mère me serrerait dans ses bras à la porte. Peut-être que Céleste serait heureuse de ma présence. Peut-être que j'entrerais en tant que sœur, fille, invitée. Puis ma mère a ouvert la porte, m'a toisé de la tête aux pieds et a froncé les sourcils. Tu t'es habillée en bleu marine? J'ai jeté un coup d'œil à ma robe. Oui. Le code couleur est ivoire, champagne et rose poudré. On ne m'a pas parlé de code couleur. Ma mère a soufflé par le nez. Évidemment. Peu importe. Rentre. Nous sommes en retard. Avant même que je ne puisse poser mon sac, elle m'a enfoncé un porte-documents dans les mains. Il manque 2 serveurs au traiteur. Les coupes de champagne doivent être disposées près des portes de la salle de réception.
Les toilettes du rez-de-chaussée doivent être vérifiées toutes les 30 minutes. Et s'il te plaît, assure-toi que le personnel de cuisine ne sorte pas les canapés de Saint-Jacques avant l'arrivée des parents de Pierre-Antoine. Je l'ai dévisagé. Maman, je suis venu pour la fête. Tu es à la fête. No, tu me demandes d'y travailler. Son expression s'est durcie. Ne sois pas dramatique, Margot. Cette soirée est très importante pour Céleste. Tout le monde doit y mettre du sien. Tout le monde, bien sûr, désignait ma personne. Avant que je ne puisse répliquer, Céleste est apparue en haut de l'escalier dans une robe de soie blanche qui semblait mouler sur elle. Ses cheveux blonds tombaient en ondulations parfaites, et des diamants brillaient à ses oreilles. Elle était magnifique, comme toujours. Mais en me voyant, son sourire a vacillé. Pas de tendresse, juste de l'évaluation. Margot, dit-elle joyeusement. Tu es venue. Oui. Elle est descendue, a déposé un baiser rapide dans le vide à côté de ma joue et m'a tendu une housse de vêtements. Tu peux repasser cette robe de rechange à la vapeur, juste au cas où il arriverait quelque chose à celle-ci? Et s'il te plaît, évite de trop parler de ton travail ce soir. La famille de Pierre-Antoine est très traditionnelle, et l'investigation sur les fraudes, ça fait tellement négatif. Je l'ai regardée, m'attendant à ce qu'elle rie. Ce ne fut pas le cas. Ma mère a frappé dans ses mains. Merveilleux. Allez, Margot, dépêche-toi. Les invités arrivent dans 40 minutes. Alors, je me suis dépêché. J'ai défroissé la robe de rechange. J'ai disposé les coupes de champagne. J'ai vérifié les toilettes. J'ai répondu aux questions des traiteurs parce que, visiblement, on avait dit à tout le monde que j'aidais à la coordination. À 19h, la demeure était remplie de personnes en tenue de créateur, riant sous les lustres en feignant de ne pas remarquer que je portais des plateaux. Plus d'une fois, quelqu'un m'a tendu un verre vide sans même me regarder. Plus d'une fois, je l'ai pris. À 20h30, mon père s'est avancé au centre de la salle de réception et a tapoté sa flûte de champagne avec une cuillère. Le quatuor à cordes s'est tu. Les invités se sont tournés vers lui. Céleste se tenait aux côtés de Pierre-Antoine près de la cheminée, rayonnante sous les projecteurs comme une mariée sur un portrait. Ma mère se tenait non loin de là, s'essuyant déjà les yeux. Mes amis, commença mon père d'une voix chaleureuse et assurée. Ce soir, nous célébrons non seulement des fiançailles, mais l'union de deux familles d'exception. La salle a applaudi. Il s'est tourné vers Céleste. Ma fille a toujours représenté le meilleur de nous-mêmes, la grâce, la beauté, la discipline, la transmission. Dès sa naissance, Caroline et moi savions qu'elle était destinée à une vie qui honorerait notre nom de famille. Je me tenais près de la table des rafraîchissements, un plateau de verres intacts à la main, sentant cette sensation familière d'insignifiance me piquer le dos. Il ne m'a pas regardé. Évidemment. Puis son sourire s'est élargi et il a levé son verre. Et lorsque Vivienne ne sera plus parmi nous, cette demeure familiale tant aimée deviendra le cadre idéal pour le mariage de Céleste et Pierre-Antoine. Une véritable propriété de famille pour une fille d'exception, digne de son histoire. Un murmure d'approbation a parcouru la pièce. Mes doigts se sont crispés sur le plateau. La maison de grand-mère. Il parlait de la maison de grand-mère. Sans demander, sans suggérer, il l'affirmait comme si elle lui appartenait déjà. Comme si ma grand-mère était un obstacle qui n'attendait qu'à disparaître. Comme si je n'étais pas là, debout, à entendre chaque mot. Puis mon père a fini par jeter un coup d'œil dans ma direction. Son sourire s'est légèrement estompé. Margot, a-t-il dit assez fort pour que les invités à côté l'entendent. Ne reste pas là sans rien faire. Va resservir la table 6. Quelques personnes ont ri de manière embarrassée. Mes joues ont brûlé. Je me suis tourné vers la table, prête à obéir, car l'obéissance était une habitude profondément ancrée en moi. Mais avant que je ne fasse un seul pas, les grandes portes de la salle se sont ouvertes et Mamie Vivienne a fait son entrée. Dès que Mamie Vivienne est entrée dans la pièce, tout a changé. L'ambiance n'est pas devenue plus bruyante, elle est devenue plus silencieuse, ce qui était bien pire. Les conversations se sont transformées en murmures. Les rires se sont éteints au milieu d'un souffle. Même le quatuor à cordes a semblé perdre le rythme de sa propre musique. Madame Albrecht, la garde-malade de ma grand-mère, poussait lentement son fauteuil roulant sur le sol en marbre,
passant devant la fontaine de champagne, devant les roses blanches, devant les invités qui se redressaient soudainement. Grand-mère portait une robe vert émeraude, une broche en perles à son col et arborait une expression qui forçait les adultes à surveiller leur posture. Elle semblait fragile de loin, mais son regard ne l'était pas du tout. Ses yeux parcouraient la salle comme une lame. Le visage de mon père a changé instantanément. L'agacement qu'il venait de diriger contre moi a disparu, remplacé par son sourire public, celui poli qu'il réservait aux donateurs, aux notables et aux personnes dont le nom de famille figurait sur des bâtiments publics. « Vivienne », dit-il chaleureusement, ouvrant les bras comme s'il n'avait pas parlé de sa mort 10 minutes plus tôt comme d'un événement pratique sur son calendrier. La voilà, la reine de la soirée. Grand-mère n'a pas souri. Elle l'a regardé, puis a fixé Céleste, Pierre-Antoine, puis ma mère. Enfin, son regard s'est posé sur moi, sur le plateau entre mes mains, sur le tablier noir noué sur ma robe bleu marine. Sur la façon dont je me tenais au bord de la pièce, comme si j'avais été placé là par quelqu'un qui estimait que ma place était à côté des meubles. Son expression s'est durcie. « Margot », dit-elle d'une voix assez claire pour que chacun puisse l'entendre. « Pourquoi portes-tu des boissons ?» Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. C'était étrange de voir à quel point la honte revenait vite, même quand je n'avais rien fait de mal. Je me suis senti à nouveau comme à mes 9 ans, tenant le papier cadeau à côté du gâteau d'anniversaire de Céleste. Ma mère s'est précipitée en avant, les perles oscillant à son cou. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas d'histoire. Margot voulait t'aider. Tu sais comment elle est. » Le regard de grand-mère s'est tourné vers ma mère. « Oui, Caroline. Je sais exactement comment est Margot. Serviable, patiente. Beaucoup trop patiente. » Mon père a eu un petit rire nerveux. « Vivienne, c'est une fête. Tout le monde participe. » Grand-mère a pivoté légèrement son fauteuil pour lui faire entièrement face. « Est-ce que Céleste participe ?» Le sourire de Céleste s'est figé. « Est-ce que Pierre-Antoine participe ?» Pierre-Antoine a soudainement trouvé le sol très intéressant. La voix de ma grand-mère est restée calme. « Ou est-ce que seule Margot est censée mériter son invitation ?» Personne n'a ri. Mes mains ont commencé à trembler sur le plateau. Je détestais ça. Je détestais que, même avec ma grand-mère prenant ma défense, mon corps réagisse encore comme si j'étais celle qui était en faute. Mon père s'est approché d'elle en baissant le ton, mais pas assez. Ce n'est pas le moment. Grand-mère a levé une main fine. Si, Gérard. C'est exactement le moment. Tu as choisi ton public lorsque tu as annoncé des projets pour une maison qui ne t'appartient pas. Un murmure a parcouru l'assemblée. Le sourire de mon père a disparu. Que as-tu dit ? A-t-il demandé. Grand-mère l'a ignoré. Elle a cherché dans la poche latérale de son fauteuil et en a sorti une enveloppe ivoire scellée à la cire vert foncé. Mon nom était écrit sur le devant de sa belle écriture élégante, Margot Evelyne Belmont. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Elle me l'a tendu. Viens ici, ma chérie. J'ai posé le plateau sur la table la plus proche, lentement, car j'avais peur de faire tomber tous les verres dans un geste trop brusque et de donner à mon père une autre occasion de me traiter de maladroite. Puis j'ai traversé la pièce. Tous les regards m'ont suivi. Des gens que je servais 10 minutes plus tôt me fixaient à présent comme s'ils assistaient au début d'un scandale qu'ils prétendraient plus tard ne pas avoir apprécié. Grand-mère a déposé l'enveloppe dans mes mains. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je chuchoté. « Ce que tes parents espéraient que tu ne découvres jamais. » Mon père s'est avancé vers nous. « Margot, donne-moi ça. » L'ordre a résonné dans ma poitrine avec le poids de mes 29 années d'obéissance. Pendant une fraction de seconde, mes doigts ont failli céder. Puis la main de ma grand-mère s'est refermée sur la mienne. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit doucement. La mâchoire de mon père s'est contractée. « Vivienne, quel que soit le jeu auquel tu joues. »« Ce n'est pas un jeu, dit-elle. C'est une rectification. » Le visage de ma mère était devenu livide. Céleste semblait perplexe, mais pas encore effrayée. Elle n'en savait pas assez pour l'être. Mon père, lui, comprenait. Grand-mère m'a regardé à nouveau. « Va dans le bureau de ton grand-père. Verrouille la porte. Lis chaque page avant de parler à qui que ce soit. » Grand-mère. « Chaque page, Margot. » J'ai hoché la tête.
Mon père s'est interposé avant que je ne puisse bouger. Sa voix était basse, dépouillée de tout charme. Tu ne vas pas humilier cette famille. Je l'ai regardé, et pour la première fois de la soirée, quelque chose en moi a refusé de céder. Je pense que tu t'en es déjà chargé. Un souffle de stupeur a parcouru la foule. Je l'ai contourné. Personne n'a arrêté. Le bureau se trouvait à l'arrière de la maison, derrière 2 lourdes portes en chêne. Mon père l'avait toujours traité comme l'entrée d'une salle du trône. Enfant, on me disait de ne pas toucher aux livres, de ne pas m'asseoir dans le fauteuil en cuir, de ne pas déranger les papiers sur le bureau. Cette pièce est réservée aux affaires de la famille, disait-il souvent. Visiblement, je n'avais jamais fait assez partie de la famille pour y avoir droit. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Le bruit de la fête s'est estompé en un bourdonnement lointain. Pendant un instant, je suis resté là, l'enveloppe entre les mains, à fixer le seau de cire verte. Les initiales de ma grand-mère y étaient gravées, Versus. Je me suis assise au bureau en acajou, ce même bureau où mon père m'avait dit un jour que certains enfants étaient des investissements et d'autres des responsabilités. Puis j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvaient 4 documents, une lettre manuscrite, un acte de naissance, un acte de fiducie et un acte de propriété. J'ai pris la lettre en premier, car j'ai immédiatement reconnu le papier à lettres argentées de ma grand-mère. Ma très chère Margot, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai enfin cessé d'attendre que tes parents deviennent des gens honnêtes. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps. Je voulais te protéger sans t'imposer le poids de la vérité avant que tu ne sois prête. Mais ce soir, si Gérard a fait ce que je pense qu'il a fait, alors il a confondu le silence avec une autorisation. Je ne le permettrai plus. Ma gorge s'est serrée. J'ai continué à lire. Tu n'as jamais été temporaire. Tu n'as jamais été adopté. Tu n'as jamais été une obligation imposée à cette famille. Tu es la fille biologique de Caroline de Saint-Hilaire-Belmont et de Gérard Thomas Belmont. Ton père a inventé ce mensonge parce qu'il voulait un fils après Céleste, pas une autre fille. Ta mère a accepté ce mensonge parce que son confort lui importait plus que son courage. Cette lâcheté leur appartient. Elle ne t'a jamais appartenu. La page s'est troublée sous mes larmes. J'ai plaqué ma main sur ma bouche, mais un son s'est échappé, un mélange de sanglots et de rires. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que toute ma vie avait été construite autour d'un mensonge absolu. J'ai saisi l'acte de naissance. Mère, Caroline de Saint-Hilaire-Belmont. Père, Gérard Thomas Belmont. Enfant, Évelyne Margot Belmont. Aucun registre d'adoption, aucune mention de tutelle, aucune modification, aucun mystère. Juste moi, leur fille, leur véritable fille, celle qu'ils avaient choisi de traiter comme un fardeau d'emprunt. Je me suis adossée au fauteuil, tremblante. Pendant des années, je m'étais demandé ce qui ne tournait pas rond chez moi, pourquoi j'étais si facile à ignorer, pourquoi mon père pouvait aimer Céleste si ouvertement et me regarder comme si j'étais une erreur de calcul. Et maintenant, la réponse était là, sous mes yeux, plus laide et plus simple que je ne l'aurais cru. Il n'y avait aucun problème avec moi. Il avait simplement besoin d'un mensonge assez grand pour s'y cacher. J'ai ensuite consulté l'acte de fiducie. Le document était épais, formel, rempli de jargon juridique et de signatures, mais les chiffres et les actes administratifs étaient mon domaine. Je savais comment lire l'essentiel. La fiducie avait été créée le 14 juin 1997, 3 jours après ma naissance. Constituante, Vivienne Éléonore de Saint-Hilaire. Unique bénéficiaire, Margot Évelyne Belmont. Le premier bien répertorié était la résidence du cours de l'intendance. L'hôtel particulier dans lequel je me trouvais à ce moment précis. La maison que mon père venait de promettre à Céleste. La maison que ma mère avait décorée comme si elle lui appartenait. La maison où j'avais passé mon enfance à m'entendre dire que j'avais de la chance d'être toléré. Elle avait été placée dans cette fiducie pour moi avant même que je sache tenir ma tête droite. Le deuxième bien était un compte d'investissement. Le troisième était un local commercial à Toulouse. Le quatrième était une réserve de liquidité de 610 000 euros. J'ai lu les chiffres à 3 reprises, persuadé d'avoir mal compris, mais non. La formulation était limpide. À l'âge de 29 ans, le contrôle de la fiducie m'était entièrement transféré. Pas à mes parents, pas à Céleste. À moi. Puis j'ai ouvert l'acte de propriété. L'hôtel particulier du cours de l'intendance n'avait jamais appartenu à Gérard et Caroline Belmont.
Il appartenait toujours à la fiducie. Mon père avait passé des décennies à se comporter en roi dans un château qui, légalement, existait pour la fille qu'il qualifiait de temporaire. On a frappé fort à la porte. « Margot », dit mon père depuis le couloir. « Ouvre cette porte. » Je n'ai pas bougé. Un autre coup, plus fort. « Margot, ne m'oblige pas à le répéter. » Pour une fois, sa colère ne m'a pas fait me lever d'un bond. Elle ne m'a pas poussé à m'excuser ni à me précipiter pour apaiser les tensions. J'ai pris la dernière page de la lettre de grand-mère. Ton père ne comprend le pouvoir que lorsqu'il est écrit, attesté et exécutoire. J'ai donc veillé à ce que ta protection réunisse ces 3 conditions. Ne le laisse pas t'effrayer. Ne signe rien. Ne lui remets pas ses documents. Appelle maître Adrien Mercier au numéro ci-dessous. Avant de parler à qui que ce soit, sache qu'il gère cette fiducie depuis des années et qu'il attend ton appel. Mon père a secoué la poignée. Margot. J'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et j'ai composé le numéro. Une secrétaire a répondu dès la 2e sonnerie. Cabinet fiduciaire Saint-Hilaire et Mercier, bonjour. Je m'appelle Margot Belmont, ai-je dit d'une voix tremblante mais distincte. Je viens d'ouvrir une enveloppe de la part de Vivienne de Saint-Hilaire. Il y a eu un silence. Puis la femme a dit doucement, un instant, Mademoiselle Belmont. Maître Mercier attend votre appel. Quand l'avocat a pris la ligne, sa voix était calme et bienveillante. Margot, dit-il, je sais que cela fait beaucoup de choses à assimiler. Est-ce que c'est réel, ai-je chuchoté. Oui. La maison? Oui. La fiducie? Oui. Mes parents n'en possèdent rien. Non, ils n'en ont jamais été propriétaires. J'ai fermé les yeux. De l'autre côté de la porte, la voix de mon père est devenue menaçante. Ouvre cette porte immédiatement. Maître Mercier a dû l'entendre, car son ton s'est fait plus ferme. Margot, écoute-moi attentivement. Ne lui donne pas les documents. N'accepte aucune discussion privée. Légalement, la fiducie est valide, active et entièrement sous ton contrôle. Ta grand-mère avait tout planifié. J'ai regardé l'acte de naissance, l'acte de propriété, la fiducie, puis la porte verrouillée. Pendant 29 ans, on m'avait habitué à croire que mon père détenait tout le pouvoir. Mais j'apprenais que le pouvoir pouvait changer de main en silence. Parfois, il arrivait dans une enveloppe ivoire. Parfois, il attendait derrière une porte close. Parfois, il prenait les traits d'une fille découvrant enfin la vérité. Je me suis levé lentement, j'ai rassemblé les documents et je les ai remis dans l'enveloppe. Mes mains tremblaient encore. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était un réveil. Je me tenais dans l'ancien bureau de mon grand-père, l'enveloppe ivoire serrée contre ma poitrine, écoutant la respiration de mon père de l'autre côté de la porte. Pendant 29 ans, ce simple bruit aurait suffi à me faire ouvrir. Sa colère avait toujours été gérée comme une tempête météo dans notre famille, quelque chose auquel tout le monde s'adaptait, que personne ne remettait en question et auquel j'étais censé survivre en silence. Mais ce soir-là, quelque chose en moi avait changé. Les documents que je tenais étaient bien plus que du papier. Ils étaient des preuves. La preuve que je n'étais pas temporaire. La preuve que je n'avais jamais été une étrangère simplement tolérée. La preuve que le pouvoir de mon père n'avait toujours été qu'une mise en scène. Et pour la première fois de ma vie, je voyais les coulisses derrière le rideau. Margot, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. Cela m'effrayait plus que ses éclats de voix. Ouvre la porte. Parlons en famille. En famille? Le mot m'a presque fait rire. Il m'avait refusé ce mot toute ma vie, pour s'en emparer dès qu'il pensait qu'il pouvait le sauver. J'ai replacé l'acte de fiducie, l'acte de naissance et l'acte de propriété dans l'enveloppe, j'ai pris une grande inspiration et j'ai déverrouillé la porte. Mon père se tenait là, la main levée, prêt à frapper à nouveau. Derrière lui se trouvaient ma mère et Céleste. Le visage de ma mère était blême sous son maquillage, ses perles tremblant contre sa gorge. Céleste semblait perdue, comme si elle s'était retrouvée au milieu du désastre de quelqu'un d'autre sans réaliser encore qu'elle en faisait partie. Mon père a tendu la main. Donne-moi l'enveloppe. Non. Un seul mot, court, calme. Mais il est tombé entre nous comme une porte qui claque. Ses yeux se sont plissés. Margot, ne me cherche pas ce soir.
Je ne te cherche pas, ai-je dit. J'ai fini de t'obéir. Ma mère a eu un petit hoquet de stupeur, comme si la désobéissance était le véritable scandale, et non le mensonge de 29 ans que je tenais entre mes mains. Céleste a regardé mon père, puis moi. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fixé, et pendant une seconde, j'ai revu la fille de mon enfance, l'enfant chéri qui souriait pendant que je nettoyais autour d'elle. La sœur qui ne s'était jamais demandé pourquoi j'étais toujours absente des célébrations. J'aurais voulu la détester complètement. Cela aurait été plus simple. Mais la vérité était plus complexe. Céleste avait profité du mensonge, oui, mais ce sont nos parents qui l'avaient construit. Demande-lui, ai-je dit. Mon père s'est rapproché. C'est d'ordre privé. Non, ai-je répliqué. Tu as rendu cela public en promettant la maison de grand-mère à Céleste devant 90 personnes. Son visage s'est figé. Cette maison appartient à cette famille. J'ai regardé au-delà de lui vers la salle de réception où les invités chuchotaient toujours sous le lustre. Puis je l'ai contourné et je suis retourné directement dans la pièce. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais mes pas ne tremblaient pas. Plus maintenant. Tout le monde s'est tourné vers moi quand je suis entré. Mamie Vivienne était assise près de la cheminée, immobile et élégante, ses mains croisées sur ses genoux. En voyant mon visage, elle m'a adressé un léger hochement de tête. Mon père est entré juste derrière moi. Tout le monde, veuillez excuser cette interruption. Margot est un peu émotive. Ce mot a résonné en moi. Émotive, hystérique, dramatique, difficile. Tous ces mots utilisés pour faire passer les femmes pour peu fiables lorsqu'elles finissent par dire la vérité. Je me suis retourné et je lui ai fait face. Je ne suis pas émotive. Je suis informée. Un frisson a parcouru la pièce. Le coin des lèvres de grand-mère s'est légèrement relevé. J'ai brandi l'enveloppe. Pendant 29 ans, mes parents m'ont répété que j'étais la fille temporaire. Ils m'ont dit que je n'étais pas l'égale de Céleste. Ils m'ont dit que je devais m'estimer heureuse d'être tolérée ici, sans jamais espérer faire pleinement partie de la famille. Margot, a chuchoté ma mère. Je t'en prie, arrête. Je l'ai regardé. Tu as eu 29 ans pour lui dire d'arrêter. Sa bouche s'est refermée. J'ai continué, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru possible. Ce soir, j'ai découvert la vérité. Je n'ai jamais été temporaire. Je n'ai jamais été adoptée. Je n'ai jamais été une obligation. Je suis la fille biologique de Gérard et Caroline Belmont. La pièce est devenue totalement silencieuse. Céleste a porté la main à sa bouche. Tante Lydie, debout près des portes du jardin, a murmuré, « Caroline ?» Le visage de mon père est devenu cramoisi. C'est absurde. Non, a dit mamie Vivienne, sa voix coupant le silence comme une lame d'argent. C'est documenté. Madame Albrecht a avancé le fauteuil. Grand-mère a regardé les invités, puis mon père. Gérard a menti parce qu'il ne voulait pas d'une autre fille. Caroline a accepté ce mensonge parce qu'elle préférait son confort à son courage. Et Céleste en a profité parce que personne ne lui a demandé de regarder de trop près le coup de sa place privilégiée. Céleste s'est mise à pleurer, sans bruit, comme si la vérité l'avait atteinte lentement, puis d'un seul coup. Mon père a pointé du doigt grand-mère. Tu n'as pas le droit de m'humilier dans ma propre maison. Le regard de grand-mère s'est fait tranchant. Ta maison? C'est à ce moment-là que j'ai rouvert l'enveloppe et sorti l'acte de propriété. Mon père s'est figé. Je n'avais pas besoin de lire chaque ligne juridique à haute voix. Il suffisait que la vérité soit claire. La propriété du cours de l'intendance a été placée dans une fiducie à mon nom 3 jours après ma naissance, ai-je dit. Grand-mère ne vous en a jamais transféré la propriété. Vous vivez ici avec sa permission. Et cette permission a pris fin. Pour la première fois de ma vie, mon père a eu l'air d'avoir peur de moi. Pas en colère, pas déçu. Effrayé. Ma mère s'est agrippée au dossier d'une chaise. Margot, ma chérie, nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger cela. Je me suis tourné vers elle lentement. Tu ne peux pas arranger ce que tu as passé ma vie entière à l'aider à briser. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois, je ne me suis pas précipité pour la consoler. J'avais passé trop d'années à protéger les autres des conséquences du mal qu'ils me faisaient. Céleste a fait un pas en avant.
Margot, je ne savais pas pour la maison. Je te crois, ai-je dit. Mais tu savais pour moi. Elle a tressailli. Tu savais qu'on me traitait comme le personnel de maison. Tu savais que mes anniversaires disparaissaient pour que les tiens deviennent des événements mondains. Tu savais que je me tenais toujours à l'écart sur chaque photo. Tu le savais, Céleste. Tu aimais simplement trop être au centre de l'attention pour te demander pourquoi. Son visage s'est effondré. Je suis désolé. J'aurais voulu que ces mots réparent quelque chose. Ce ne fut pas le cas. Pas encore. Je me suis tourné vers la salle. La fête est finie. Mon père a lâché un rire amer. Tu ne renvoies pas mes invités. J'ai regardé la salle de réception, les fleurs, le champagne, ces invités élégants, le portrait d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Puis j'ai dit, dans ma maison. Si, je le fais. Personne n'a bougé pendant un instant. Puis tante Lydie a pris son sac et s'est dirigée vers moi. Elle s'est arrêtée près de mon épaule et a dit doucement, c'est bien, Margot. Après cela, les gens ont commencé à partir dans un élan d'embarras. Les parents de Pierre-Antoine sont partis les premiers. Pierre-Antoine les a suivis sans même prendre la main de Céleste. En moins d'une demi-heure, la salle était vide, à l'exception de ma famille, de ma grand-mère, de Madame Albrecht et des restes d'une célébration construite sur l'héritage d'une autre. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés au bureau de maître Adrien Mercier. Mes parents sont venus accompagnés d'un avocat qui affichait un air confiant jusqu'à ce que maître Mercier ouvre le dossier de la fiducie. La discussion a duré moins de 20 minutes. Il n'existait aucun acte de propriété au nom de mes parents, aucun transfert, aucun droit légal. La maison, le local commercial de Toulouse, les comptes d'investissement et la réserve de liquidité m'appartenaient tous par le biais de la fiducie. Mon père a tenté de faire valoir qu'il avait entretenu la propriété pendant des décennies. Maître Mercier lui a calmement expliqué que l'entretien d'une maison n'en faisait pas son propriétaire. Je leur ai donné 120 jours pour déménager. Mon père m'a traité de cruel. J'ai répondu, non. La cruauté aurait été de vous donner un sac poubelle et de vous dire de vous débrouiller avant le matin. C'est ce que vous m'auriez fait. Il n'a rien trouvé à répondre. 4 mois plus tard, je me tenais devant l'hôtel particulier du cours de l'intendance pendant que les déménageurs emportaient les derniers meubles de mes parents. Mon père a refusé de me regarder. Ma mère s'est arrêtée près de la grille, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle a fini par monter en voiture. Céleste est sortie la dernière. Elle serrait un petit carton contre sa poitrine et a murmuré, « Je suis vraiment désolé. » J'ai hoché la tête, devenant enfin la personne qui m'aurait protégé autrefois. Elle a pleuré, mais je l'ai laissée partir avec ses larmes. Après leur départ, j'ai parcouru la maison seule. Pour la première fois, elle ne me faisait pas l'effet d'un musée de ma souffrance. Elle semblait calme, dans l'attente. J'ai décroché le portrait de famille du hall d'entrée, celui où je me tenais à moitié caché derrière l'épaule de Céleste. À sa place, j'ai accroché une photo de mamie Vivienne et de moi sous le magnolia, souriant toutes les deux comme si nous partagions un secret que le monde avait fini par découvrir. J'ai transformé le bureau de mon père en mon propre espace de travail. J'ai peint la chambre d'amis située à côté de la buanderie dans un ton crème chaleureux et je l'ai rempli de livres. J'ai ouvert les rideaux de la salle de réception et j'ai laissé la lumière du soleil caresser le sol où je m'étais autrefois tenu, un plateau de champagne à la main. Lentement, pièce par pièce, j'ai cessé de voir ce qu'il m'avait fait pour commencer à voir ce que je pouvais construire par moi-même. 1 an s'est écoulé maintenant. Mamie Vivienne vient tous les dimanches pour le thé. Céleste m'envoie des cartes d'anniversaire avec mon prénom correctement orthographié. Ma mère m'a écrit 4 lettres. J'en ai ouvert une. Mon père ne s'est pas excusé, et peut-être qu'il ne le fera jamais. Mais je n'attends plus cela. Pendant 29 ans, j'ai cru que l'appartenance était quelque chose que ma famille devait m'accorder. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Parfois, le sentiment d'être chez soi se cache dans une enveloppe scellée. Parfois, il est écrit dans un acte de propriété. Parfois, il consiste simplement à se tenir au centre d'une pièce où l'on vous a autrefois rendu invisible, et à réaliser que vous n'avez plus besoin de la permission de quiconque pour y rester. Mon père m'appelait la fille temporaire, mais la vérité s'est souvenue de moi. Et à la fin, c'est la vérité qui m'a remis les clés.